Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Focus de la semaine qui sera consacré à l'actualité nationale mais aussi aux faits saillants qui ont dominé l'actualité internationale. On commence tout de suite par cette réunion qui a été organisée à la préfecture de Djibouti. La préfecture de Djibouti qui mène une croisade contre l'insalubrité publique car la propreté est l'affaire de tous. Explication. Les sous-préfets des 5 arrondissements représentants de la police nationale, tous réunis pour une cause, enfin, semblent préoccuper les plus hautes sphères de l'État. Car oui, mes chers concitoyens, l'heure est grave. Notre belle capitale, joyau de la Corne de l'Afrique, suffoque sous les immondices ordures ménagères abandonnées au coin des rues, aux usines, transformant nos avenues en cloaques présidentielles, gravats envahissant nos espaces publics. Le tableau est sombre, mais le préfet Kayad refuse de baisser les bras. Gagner la guerre contre l'insalubrité publique dans les cœurs et les esprits, voilà le cri de ralliement lancé par notre préfet. Une formule qui résonne comme un écho lointain des grandes luttes civiques du passé, car c'est bien d'une révolution des mentalités dont il s'agit. Fini les temps de l'indifférence ou du chacun pour soi. L'heure est venue pour chaque Djiboutien de se regarder dans les miroirs et de se demander quelle ville voulons-nous léguer à nos enfants. Une métropole moderne, propre et accueillante ou un dépotoir à ciel ouvert. Le défi est de taille, ne nous trompons pas. Les habitués sont ancrés, les comportements inciviques profondément enracinés, du commerçant ambulant qui abandonne ses déchets sur le trottoir aux propriétaires des véhicules qui transforment nos rues en cimetières automobiles. La liste des ennemis de la propreté est longue. Mais la détermination du préfet Rayad est à la hauteur de l'enjeu. Cette réunion n'est que le premier pas d'une vaste campagne de sensibilisation qui, espérons-le, touchera jusqu'au cœur des questions les plus reculées de notre cité. Citoyens de Djibouti, l'appel est lancé. Il est temps de retrousser nos manches, de balayer devant nos portes, en sens propre comme en figure. La propreté de notre ville n'est pas seulement l'affaire des autorités, c'est notre responsabilité à tous. Alors, répondons-nous présents à cet appel au civisme. Saurons-nous être à la hauteur de ces défis qui nous ont lancés ? L'avenir de Djibouti-Ville est entre nos mains. Ne laissons pas passer cette chance de transformer notre cité et de le faire briller de mille feux sous le soleil de la Corne de l'Afrique. Également dans l'actualité nationale, à Ali Sabié, l'hôpital régional célèbre ses héros du quotidien. De quoi s'agit-il? La suite dans cette séquence. Initiée par le directeur général Mohamed Miguel Hassan, ce fut une cérémonie bien plus qu'une simple distribution de certificats. C'était un cri de cœur, une main tendue. Ceux qui trop souvent restaient dans l'anonymat de leur dévouement, du médecin chevronné, de la femme de ménage consciencieuse, de l'infirmière attentionnée, de l'agent de sécurité vigilant, tout était à l'honneur. Mais ne trompons pas, chers lecteurs, cette initiative, aussi louable soit-elle, ne doit pas masquer les défis quotidiens auxquels fait face notre système de santé. Elle est plutôt un appel poignant de la valeur inestimable ces professionnels qui, malgré les difficultés, continuent de se battre pour notre bien-être. La présence de personnalités telles que la préfet adjointe, le député Hassan Omar Absiye témoignent de l'importance accordée à cet événement. Mais au-delà des discours officiels, des sourires, des circonstances, c'est le message du sous-adjunction qui doit tenir notre attention. La reconnaissance ne doit pas être un événement ponctuel, mais une pratique quotidienne. Le mot du directeur Miguel Hassan résonne encore. Nous célébrons non seulement les réussites individuelles, mais aussi l'esprit d'équipe qui rend notre établissement exceptionnel. Une belle déclaration, certes, mais qui soulève une question cruciale. Que faisons-nous en tant que société? Nous soutenir cet esprit d'équipe au quotidien. Car derrière ces certificats et ces primes, il y a des histoires de sacrifices, de nuits blanches, des stress intenses. Il y a des familles qui attendent des vocations, qui usent des rêves, qui parfois s'effritent face à leur durée, réalité du terrain. Cette cérémonie, aussi touchante soit-elle, ne doit pas être nous faire oublier les défis structurels auxquels fait face notre système de santé. Elle doit au contraire être un catalyseur, un appel à la conscience et à l'action pour améliorer les conditions de travail de ces héros du quotidien, pour investir dans la formation, pour moderniser nos infrastructures. Un nouveau partenariat bancaire qui renforce l'écosystème financier numérique. Il s'agit de D-Money qui renforce également et élargit son réseau. La suite dans ce commentaire. Le siège du fleuron national de Djibouti Télécom a accueilli une cérémonie de signature qui a réuni M. Mohamed Assouebeu, directeur général de Djibouti Télécom, et M. Marouf Ahmed, directeur général de l'IBB, ainsi que Mme Hibo Mahamoud Abdillahi, directrice de D-Money, entourée de ses cadres dirigeants de deux institutions. Cette convergence des esprits visionnaires n'est pas seulement symbolique, elle représente un jalon important dans l'intégration financière totale de Djibouti. Avec l'intégration de l'IBB, D-Money compte désormais 6 institutions bancaires partenaires, consolidant ainsi sa position de leader dans l'écosystème financier numérique de Djibouti. Cette expansion rapide témoigne de la confiance croissante du secteur bancaire.
envers les solutions innovantes proposées par D-Money et illustre l'ambition de Djibouti Telecom de devenir un pilier de l'inclusion financière dans la région. Les clients de l'IBB bénéficieront désormais d'une gamme étendue des services financiers numériques incluant les transferts d'argent instantanés, le paiement des factures en ligne et l'accès des services bancaires via leur téléphone mobile. Cette collaboration s'inscrit dans la stratégie de Djibouti Telecom visant à accélérer l'inclusion financière et stimuler l'économie numérique du pays. En facilitant les transactions financières quotidiennes, D-Money contribue à réduire la dépendance aux espèces et de promouvoir une société plus connectée. Depuis son lancement, D-Money a connu une croissance exponentielle reflétant l'appétit croissant des Djiboutiens pour services financiers mobiles. L'application a déjà facilité des millions de transactions, contribuant significativement à la modernisation du paysage financier du pays. Dans l'actualité régionale et internationale, cette fois des boucliers flottants du Kenya, une révolution contre les crues dévastatrices. La suite dans ce commentaire. Dans la région du Kenya, sujette aux inondations, une technologie néerlandaise révolutionne la gestion des crues. Des barrages flottants baptisés Slam Dam, protégeant désormais les communautés riveraines tout en offrant une réserve d'eau précieuse pour la saison sèche. Ces imposantes barrières en caoutchouc noir d'une capacité de 8000 litres chacune mesurent 5 mètres de long pour 1 mètre de haut. Leur capacité et leur efficacité reposent sur un placement stratégique formant une barrière étanche contre les eaux des crues. Frédéric Ningua, habitant à proximité de la rivière de Ngarad Narok, témoigne sans cesse un barrage. J'aurais pu perdre entre 40 à 50 millions de shillings en biens. Au-delà de la protection, cette technologie offre une solution ingénieuse pour l'irrigation en saison sèche. L'organisation néerlandaise de développement est à l'origine de cette initiative. James Mgawi, spécialiste des ressources en eau, a expliqué qu'au Kenya, nous utilisons ces barrages flottants tant pour la gestion des inondations que pour la collecte des eaux. Avec une durée de vie potentielle de 40 ans, ces barrages flottants représentent un investissement durable dans la lutte contre les inondations au Kenya. Cette technologie déjà éprouvée au Nigeria et au Burundi pouvait et pourrait bien transformer l'approche de la gestion des catastrophes naturelles dans toute l'Afrique de l'Est. En Ouganda, cette fois, une application révolutionne l'apprentissage des élèves malvoyants, des jeunes qui donc redéfinissent les frontières de l'apprentissage. De quoi est-il question? La suite dans ce commentaire. En Ouganda, une innovation technologique locale transforme le quotidien des élèves malvoyants. Blind Assistant, une application développée par des ingénieurs ougandais, offre une nouvelle autonomie à ses apprenants en leur permettant d'accéder au texte sans recourir au braille. Récemment, 24 élèves de l'école secondaire ont été formés à l'utilisation de ces technologies révolutionnaires. Cofondatrice de l'application, témoigne de l'enthousiasme des élèves. Certains n'avaient jamais manipulé des smartphones auparavant. L'introduction des Blind Assistant a été accueillie avec joie. Rappelant que cette innovation prend tout son sens dans un pays où, selon le recensement en 2014, on compte environ 250 000 malvoyants dans 50 écoliers. Blind Assistance apparaît donc comme une solution prometteuse pour démocratiser l'accès à l'éducation sous apprenants longtemps marginalisés par le coût prohibitif des technologies d'assistance traditionnelles. On offre une alternative accessible et efficace aux méthodes conventionnelles. Cette application Made in Ouganda pourrait bien révolutionner l'apprentissage des malvoyants, non seulement en Ouganda, mais potentiellement dans toute l'Afrique subsaharienne où les défis éducatifs pour les personnes en situation de handicap restent considérables. Et pour clore ce focus, nous allons parler de ce mirage de la prospérité, car son pays dans le monde sont piégés par des revenus intermédiaires. De quoi est-il question? La suite dans ce commentaire. Dans un dernier rapport sur le développement dans le monde, la Banque mondiale dresse un constat alarmant. Le chemin vers le statut du pays à revenus élevés est parsemé d'obstacles pour plus d'une centaine de nations dans des géants économiques comme la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud. Le rapport met en lumière un phénomène économique préoccupant, le piège du revenu intermédiaire. Selon le conseiller principal auprès de l'économiste, chef du groupe de la Banque mondiale et directeur du rapport, au cours des 30 dernières années, seuls 34 économies à revenus intermédiaires ont réussi à passer au statut des pays à revenus élevés. Les autres restent coincés. À la fin de 2023, 108 pays se classeront dans la catégorie des revenus intermédiaires, avec un PIB annuel par habitant oscillant entre 1136 à 13 000 $. Ces nations qui abritent 75% de la population mondiale, soit 6 milliards de personnes, font face à un défi de taille. 2 personnes sur 3 y vivent dans l'extrême pauvreté.
Pour surmonter cet obstacle, la Banque mondiale préconise une stratégie de 3 I, d'investissement, infusion et innovation. Il faut d'abord développer un investissement, a expliqué Lal, puis lorsque les gains s'amenuisent, passer à l'infusion des dés du reste du monde. Enfin, quand l'économie est prête, elle doit innover pour devenir un leader mondial. Le rapport souligne l'urgence d'actions concertées entre gouvernements, secteur privé et institutions internationales pour soutenir ces économies dans leur quête de propriété sans une approche stratégique et de réformes structurelles profondes. Un rêve d'un monde plus équitable et prospère pour rester hors de portée. Et c'est ainsi que prend fin ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.